Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés avec nous ce soir pour cette webconférence sur les relations de voisinage. Donc, on va attendre que d'autres participants nous rejoignent petit à petit. En attendant, je vais vous présenter un peu le déroulé de la soirée. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de garder votre micro et votre caméra coupés, puisqu'on va enregistrer cette webconférence qui sera ensuite disponible en replay sur YouTube. Donc, c'est pour que, si jamais vous ne souhaitez pas vous voir apparaître sur YouTube. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez, si vous avez des questions pendant la conférence, les poser directement à ma collègue Audrey, qui est près de moi et qui sera disponible pour vous renseigner ou pour répondre à vos questions via le chat que vous allez trouver. Si vous allez vers le bas de la page, normalement, vous verrez un petit bouton chat qui vous permet d'ouvrir une fenêtre de discussion que vous pourrez placer où vous souhaitez sur l'écran. Donc ce soir, pour le sujet qui nous intéresse, on accueille Lucie Kérouault, qui est conseillère juriste à la DIL de la Loire-Atlantique. Et on a prévu un support qui, vous allez voir, est assez dense. Vous n'êtes pas obligé de prendre note de toutes les informations que nous allons vous donner, puisqu'on vous enverra ce support par la suite. Cette webconférence est organisée dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Habitant. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, la Maison de l'Habitant, c'est un lieu qui se situe à Nantes et qui renseigne les particuliers sur toutes les thématiques que vous pouvez voir à l'écran, donc sur l'achat, la location, l'accès au logement social, la rénovation énergétique. Et puis, dans ce cadre-là, on propose toute une série de temps d'information sur les différents sujets que je viens de vous présenter. Ce soir, alors, les relations de voisinage, ça couvre un champ très large. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques thématiques qu'on a définies. En particulier, donc, on va refaire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on entend par trouble anormal du voisinage, quelques petits repères juridiques au niveau des règles de droit. On va parler des principaux troubles de voisinage qui peuvent être évoqués notamment lors des consultations juridiques à la DIL, donc en particulier les bruits, les odeurs et les animaux. Et puis, une seconde partie où là, on abordera plutôt les règles juridiques dans l'espace. Donc, il s'agit en particulier des murs mitoyens, des plantations, des jours et des vues. Et puis, comme vous le voyez, selon le temps aussi qu'il nous restera, on pourra évoquer la question des droits de passage, du bornage et des clôtures. Enfin, la dernière partie concernera un peu tout le monde sur comment procéder pour régler ces conflits, quelles sont les démarches à entreprendre et de quelle façon. Voilà, donc Lucie, je te laisse commencer sur cette première partie. Merci Élodie pour la présentation. Alors moi je me présente effectivement, je suis Lucie, juriste à la DIL, qui intervient aussi du coup, comme le disait Élodie, dans le cadre de la Maison de l'Habitant. Effectivement, les troubles anormaux de voisinage, c'est une notion générique qui recouvre toute une diversité de situations différentes qui rentrent ou pas dans la définition juridique du trouble anormal de voisinage. La définition juridique, c'est celle qui apparaît à l'écran sur le PowerPoint, effectivement, et c'est une théorie qui est jurisprudentielle, c'est-à-dire créée par les juges et qui nécessite 4 éléments pour être constituée. On va revenir un peu plus en détail dessus, mais il y a d'abord le rapport de voisinage, un caractère excessif, il faut effectivement que le trouble, le bruit, l'odeur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dépasse effectivement l'inconvénient normal du voisinage. Il faut aussi qu'il y ait un préjudice qui soit avéré et un lien de causalité entre le préjudice et le trouble que la personne invoque. Cette notion de
trouble anormal de voisinage, c'est indépendant de plein d'autres fondements qui sont la violation d'une obligation fixée par un texte de loi ou autre. On le verra par exemple, mais le trouble anormal de voisinage, c'est bien indépendant aussi de ce qu'est un contrat. Il ne faut pas forcément qu'il y ait une faute caractéristique, c'est vraiment le caractère excessif qui va faire que le trouble anormal de voisinage est constitué. Et à la fin, on voit effectivement les éléments en ce qui concerne la prescription, c'est-à-dire le délai que vous pouvez avoir pour un recours contre la personne, c'est un délai de 5 ans. C'est la prescription de droit commun sur le Code civil. En ce qui concerne le rapport de voisinage, du coup, il faut d'abord délimiter les aires au cas par cas. Quelle est la zone, effectivement, entre guillemets, victime du trouble? Dans le cadre du bruit, c'est pas forcément le voisin du dessus, le voisin du dessous ou des immeubles contigus collés, ça peut être quelque chose de plus étendu. Là encore, l'auteur peut être différent. La victime aussi, ça peut être un propriétaire, un locataire, un occupant. Un constructeur qui est mandaté par un propriétaire pour des travaux, par exemple, peut aussi être considéré comme l'auteur d'un trouble de voisinage. Ça reprend l'élément sur la responsabilité in solidum, ça veut dire solidaire, que en fait, dans le cadre d'une situation, pour un trouble, deux personnes peuvent être reconnues auteurs. Le propriétaire et le locataire, le vrai source de bruit par exemple, mais le propriétaire ne fait pas ce qu'il doit faire pour effectivement mettre un terme. Et sur le constructeur que j'évoquais tout à l'heure, le constructeur, effectivement, la personne qui cause le trouble, mais le propriétaire est la personne qui a mandaté les travaux, qui fait réaliser les travaux de chez lui. Donc la responsabilité, pardon, peut être conjointe. Je fais aussi un focus à ce sujet-là sur le trouble de voisinage émanant de travaux publics. Là, c'est un régime qui est spécifique, qui est vraiment sur le droit public. C'est quand effectivement vous êtes voisin d'une aire de jeu communale où il y a des troubles. On ne part pas sur la théorie de trouble anormal de voisinage, on part sur le dommage de travaux publics. C'est contre la personne publique propriétaire devant le juge administratif. Et le juge administratif, il va regarder ce qui est mentionné dans l'encadré en bleu, est-ce qu'il y a un trouble anormal et spécial dans le cadre de cette situation? Par exemple, il y a des jurisprudences qui disent que les nuisances sonores en ce qui concerne un aéroport, donc géré par une commune, dans ce cas-là, pour les riverains, ça n'est pas un dommage parce que les nuisances sonores, en l'occurrence, elles étaient classiques, elles ne dépassaient pas les éléments normaux du trouble de voisinage. Et ça fait un lien avec le deuxième élément qui vient ensuite et qui est le plus important, c'est vraiment le trouble qui présente un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, même en l'absence d'infraction à la réglementation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient limiter le droit de propriété quand la personne auteur est effectivement propriétaire. C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on peut décider de faire de la musique de 4h à 5h du matin. Ça dépasse le caractère, ça dépasse effectivement la tolérance normale que doivent avoir les voisins qui sont autour de cette personne. Il y a vraiment cette notion-là de caractère excessif. Pour le déterminer, du coup, comme c'est une notion assez floue, très honnêtement, juridiquement, ça reste assez flou, c'est à l'appréciation du juge, c'est donc le pouvoir souverain des juges sur la réalité, la nature et la gravité des troubles. C'est vraiment le juge qui va déterminer, effectivement, si dans la situation donnée, on dépasse ce qui est normal pour effectivement le voisinage ou pas. Il apprécie la valeur aussi et la portée des éléments de preuve. Ce sera important, mais on y reviendra un peu plus tard sur la notion de la preuve. Il y a ensuite le préjudice. Ça, c'est ce qui est effectivement le plus évident, c'est ce à quoi est confrontée la personne victime, en sachant qu'il faut que le préjudice il soit effectif, il soit existant. On ne peut pas faire reconnaître un trouble de voisinage sur quelque chose qui est hypothétique. Et le motif peut être de plusieurs types. Il peut être effectivement économique, préjudice financier, par exemple une perte de valeur sur un bien. Il peut être d'agrément, l'odeur, la vue. Il peut être aussi un préjudice pour la santé ou bien un préjudice moral.
c'est-à-dire par exemple une perte de chance, ce genre de choses. Et il y a enfin le préjudice esthétique qui peut aussi subvenir. Le dernier élément dans les 4 éléments sur le fait de caractériser un trouble de voisinage, c'est bien le lien de causalité entre le préjudice et le trouble. Il faut qu'il y ait une relation directe entre l'activité invoquée comme posant problème et le dommage que subit la victime. Merci Lucie pour cette introduction. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous au niveau des critères qui définissent le trouble anormal du voisinage. Et désormais, on va pouvoir commencer sur cette partie qui concerne les principaux troubles que l'on peut rencontrer. Effectivement, les principaux troubles qu'on a choisi d'aborder, ce sont les bruits, les odeurs et les animaux. Le bruit, c'est effectivement ce que j'ai même le plus évoqué dans la partie où je présentais vraiment les caractéristiques du trouble de voisinage. C'est vraiment le plus courant. En sachant que nous, dans notre présentation, c'est vraiment focalisé sur les bruits entre guillemets domestiques dans les habitations, c'est-à-dire le comportement des personnes, l'éclat de voix, bruit de pas, tous les appareils, les instruments de musique, les meubles que l'on déplace, les véhicules aussi, parce que le côté utilisation d'un véhicule sur les parties communes d'un immeuble, par exemple, le bricolage jardinage dans le cadre d'une maison avec des espaces extérieurs, des espaces verts, et les animaux, on le revoit aussi un peu plus tard dans ces principaux troubles, qui recouvrent en fait ces différents troubles de bruit et d'odeur. Sur le côté juridique, effectivement, il y a 2 sources de droit les plus importantes dans le cadre du bruit. Ils sont repris ici. C'est le code de la santé publique, qui prévoit effectivement qu'aucun bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé du voisinage également, par sa durée, sa répétition ou son intensité. Le code de la santé publique le précise bien. Il précise ensuite des règles particulières pour les bruits qui proviennent d'activités professionnelles et aussi des règles particulières pour les chantiers. Où là, effectivement, dans ce cadre-là, activités professionnelles et chantiers, il y a effectivement des obligations à respecter des normes, des obligations d'enregistrement pour les activités professionnelles qui sont les restaurants, cinéma, discothèques, des obligations pour les exploitants qui ne se retrouvent pas forcément dans le cadre de rapports entre personnes privées. Il n'y a pas de seuil particulier qui sont fixés dans le cadre des rapports entre particuliers. L'autre source importante qui est assez récente, c'est le Code de l'environnement qui prévoit et qui reconnaît surtout le principe de ce qu'on appelle le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. C'est très récent, c'est depuis janvier 2021 pour tout ce qui est tout le voisinage du coup plus lié au contexte rural. On doit prendre en compte les caractéristiques d'un environnement pour apprécier le caractère anormal ou pas du trouble de voisinage invoqué. Par exemple, les coqs en campagne, les cloches, les odeurs de fumier, etc. C'est des choses qui vont rentrer dans cette catégorie de patrimoine sensoriel. Du coup, on en tiendra effectivement compte pour déterminer est-ce que le chant du coq dans le cadre de relation de voisinage en campagne est forcément un trouble de voisinage. C'est rarement le cas, sauf cas exceptionnel, mais par contre en ville, un coq en ville, là par contre, on rentrerait dans ce qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage liés à cet environnement. La slide suivante parle effectivement de ce qui concerne les exonérations. Il y a effectivement des exonérations qui sont liées au bruit, notamment par rapport à tout ce qui est, disons, d'ordre public, parce qu'effectivement, ces infrastructures de transport et les véhicules en circulation sur ceux-ci. Les aéronefs, c'est inscrit comme ça dans les textes de loi, concrètement, c'est les avions, hein. Mais il y a aussi tout plein d'autres types d'appareils qui peuvent voler, pourraient rentrer à cette occasion-là, les hélicoptères, les drones aussi. Les installations de défense nationale, les installations nucléaires, les installations qui sont classées pour la protection de l'environnement et les installations de transport et de distribution d'énergie. Le code de l'environnement, pour revenir là-dessus, fixe aussi, au-delà de seuils particuliers, des règles de lutte contre le bruit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure.
En ce qui concerne les règles spécifiques à la Loire-Atlantique, les deux textes principaux, ce sont un arrêté préfectoral du 30 avril 2002 et le règlement sanitaire départemental. En substance, ils reprennent effectivement ce que dit le Code de la santé publique. Après, l'arrêté préfectoral va par exemple préciser et restreindre l'utilisation de certains appareils sur des plages horaires. Par exemple, les outils et engins des professionnels ne peuvent pas être mis en marche dans le département entre 20h et 7h du matin. Et en ce qui concerne les travaux sur ou sous la voie publique sont normalement interdits de 20h à 7h, sauf dérogation exceptionnelle. Par rapport à ces éléments-là, donc les textes Code de la santé publique, Code de l'environnement, l'arrêté préfectoral et les règlements sanitaires pour ce qui est plus local peuvent aussi être mis en place au niveau des communes, des dispositions qui sont plus restrictives. C'est notamment le cas, par exemple, l'exemple qui peut être classique de bruit aussi, c'est le cas de la tondeuse qu'on fait fonctionner le dimanche. Sur Nantes, il n'y a pas de réglementation particulière. On va rester sur la notion de qu'est-ce qui dépasse comment dire, l'inconvénient normal du voisinage ou pas, alors que pour la commune de Saint-Herblain, on est sur le passage d'une tondeuse, par exemple le dimanche, c'est uniquement entre 10h et midi. Donc là aussi, dans le cadre du bruit, ça peut être intéressant de se focaliser et se renseigner sur les règles un peu plus précises sur sa commune. Le trouble qui vient après, c'est effectivement les odeurs. Là encore, on a listé effectivement les différentes causes. Il peut y avoir le mauvais entretien, les animaux, l'usage de produits, la cuisine, notamment le barbecue. Ces éléments-là, ces odeurs, elles sont toujours analysées via le prisme du franchissement de l'inconvénient normal de voisinage. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment l'élément le plus important. Les juges, là encore, prennent en compte l'intensité et l'environnement. Et à ce sujet-là, j'avais effectivement des jurisprudences en ce qui concerne la fumée d'un atelier mécanique qui avait été, en l'occurrence, dans le cas précis, considéré comme un trouble de voisinage, le dépôt de fumier à proximité d'une maison d'habitation. Là aussi, on avait considéré que c'était un trouble anormal de voisinage. En revanche, tout ce qui est odeur d'une porcherie en zone rurale, du fait de l'environnement, là, ça n'a pas été considéré comme un trouble anormal de voisinage. Je vous ai trouvé des exemples sur ces odeurs qui sont peut-être moins parlantes que les bruits. Et le dernier, c'était le dernier grand thème qu'on voulait aborder, c'est effectivement les animaux, qui là, du coup, peuvent être à l'origine de troubles sonores, olfactifs ou de dommages, en sachant que les troubles sonores, olfactifs, on va rester sur le trouble anormal de voisinage, donc avec les 4 éléments, les 4 caractéristiques qu'on a mentionnées tout à l'heure. En ce qui concerne le dommage, là, c'est un autre fondement juridique, c'est effectivement la responsabilité civile du fait des choses. Concrètement, juridiquement, un animal est considéré comme une chose, malheureusement. Même si c'est encore sujet à débat, ça évoluera peut-être à l'avenir. En tout cas, le propriétaire en reste responsable et reste responsable des dommages, par exemple matériels, que causerait son animal. Et ça, c'est sur le fondement responsabilité civile et non plus trouble de voisinage. Il n'est pas possible d'interdire la possession d'un animal de compagnie qui ne cause pas de trouble. Aussi, sauf le cas effectivement de certains chiens, les chiens classés de première catégorie, dont le propriétaire n'a effectivement pas de permis pour le détenir. Sinon, si l'animal ne cause pas de trouble, toute personne peut effectivement détenir un animal de compagnie dans son habitation. Je pense que, effectivement, on peut revenir à toi, Élodie. Merci Lucie pour cette présentation. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous souhaitez intervenir, si vous avez des petites remarques ou des questions, des choses qui n'ont pas été assez claires, vous pouvez poser vos questions et on essaiera de les relever au fur et à mesure. Pour la partie suivante, donc on va aborder tout ce qui concerne la mitoyenneté, les plantations, les jours et les vues, et je vais vous proposer de nous dire le sujet qui vous intéresserait parmi les trois, puisque on n'aura pas forcément le temps, malheureusement, d'aborder les trois thématiques
puisqu'ensuite on aimerait justement vous présenter quelles sont les façons d'agir et quelles sont les différentes possibilités justement pour régler vos problèmes de voisinage. Donc, je vais vous partager un petit sondage en direct. Alors, je vais le lancer. Normalement, vous voyez une fenêtre apparaître avec une question. Donc, parmi ces sujets, lequel aimeriez-vous que l'on aborde? Le droit de passage, le bornage ou la clôture? Un peu de temps pour que tout le monde puisse réagir et puis on essaiera de traiter le sujet qui a pour lequel il y a le plus de votants. Après, s'il y a un peu plus de temps, on abordera les autres si c'est possible. Donc, Lucie, je vais mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Les sujets que vous plébiscitez, ce sont le droit de passage et la clôture. Donc, je vais me le noter pour ne pas oublier tout à l'heure. Droit de passage et clôture. Voilà. Ok, on va faire ça. De toute façon, les 3 sujets étaient préparés, donc ne vous inquiétez pas, on pourra tout présenter. Vous pouvez quitter la petite fenêtre, sinon elle va rester s'afficher sur l'écran. Lucie, du coup, je te laisse la main sur la mitoyenneté. Alors, la mitoyenneté, c'est une forme particulière de propriété collective qui s'applique aux éléments de séparation de 2 fonds contigus qui appartiennent à des propriétaires différents. C'est effectivement l'organisation de la propriété commune de cet élément entre 2 fonds. Dans le langage courant, effectivement, on considère que la mitoyenneté, à partir du moment où il y a mitoyenneté, c'est forcément 2 bâtiments accolés. C'est pas aussi simple que ça. Il y a un régime précis qui est effectivement défini par le Code civil et le Code civil nous renseigne aussi sur certains éléments parce que dans le cas d'une situation qui peut poser problème, il y a 2 types de questions qui se posent. C'est qui est le propriétaire du mur objet du litige et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou non sur cette propriété qui est mitoyenne. Alors, le Code civil prévoit effectivement ce qu'on appelle des présomptions de mitoyenneté, c'est-à-dire qu'entre 2 bâtiments jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire à la fin du mur le plus bas, cette surface-là, la seule surface commune du bâtiment est présumée mitoyenne. Sont présumés mitoyens aussi les murs qui séparent 2 cours ou 2 jardins. Dans le cas aussi de terrains pas entièrement clos, le mur est présumé appartenir au propriétaire de l'enclos. Ça, c'est si effectivement on n'a pas de renseignements. Il y a en revanche des éléments en ce qui concerne le fait de combattre la présomption de mitoyenneté. On a vu tout à l'heure, en cas de litige, les actes peuvent effectivement mentionner expressément la propriété, le cadastre. Certains jugements en fonction de la situation peuvent aussi préciser, dire autre chose et ne pas laisser en fait la présomption de mitoyenneté être le seul élément à regarder pour déterminer la propriété ou la mitoyenneté. En cas d'existence d'un titre de propriété qui parle effectivement de mitoyenneté ou qui dit que le mur est privatif, c'est généralement priorisé par le juge. C'est le titre qui va effectivement prendre le dessus sur tous les autres types de preuves. Dans le cadre de la mitoyenneté, on revient à ce qui est affiché effectivement sur les obligations entre les propriétaires mitoyens. Donc, quand la question de ce mur est effectivement mitoyen, c'est une propriété commune des 2 propriétaires de part et d'autre de ce mur. Il y a des obligations entre les propriétaires et des droits. L'obligation principale, c'est le partage des dépenses d'entretien et solliciter l'accord des voisins dans certains cas. Les travaux de réfection importants, le fait de faire une fenêtre ou une ouverture. Ça, effectivement, il faut solliciter l'accord du voisin dans le cadre d'un mur qui est mitoyen.
Attention, dans le cadre d'un dommage, d'une faute de quelqu'un qui commet un dommage sur le mur mitoyen, les dépenses de réparation, en revanche, elles sont à la seule charge du propriétaire qui a causé le dommage. On n'est pas dans le cadre d'une dépense d'entretien, mais bien d'une dépense de réparation. Et s'il y a effectivement un propriétaire qui est la cause de ce dommage-là, c'est lui qui prend en charge l'intégralité des réparations. Du côté des droits, là encore, le Code civil précise ce que l'on peut faire sur un mur sans demander l'autorisation, c'est effectivement appuyer des poutres et des solives, c'est-à-dire incorporer quelque chose pour y appuyer un ouvrage, concrètement. Le rehaussement du mur mitoyen, mais il se fait aux frais de la personne qui le demande, et des plantations en espalier, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux qui ne dépassent pas la hauteur du mur. Voilà pour les éléments en ce qui concerne les obligations. Ça, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, par rapport aux éléments sûrs que l'on a vus. Les actes peuvent contredire cette présomption et prouver en fait que la réalité n'est pas la mitoyenneté présumée, mais bien la propriété privative parce qu'un acte le dit. Le titre de propriété l'emporte. Autre élément assez important dans le cadre de est-ce que le mur est mitoyen, est-ce que le mur est une propriété privée, il y a le cas de la prescription trentenaire. À partir du moment où un propriétaire, le propriétaire d'un côté du mur, se comporte depuis plus de 30 ans comme son véritable propriétaire, seul, par une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, ça c'est tous les éléments effectivement précisés par le Code civil, à partir du moment où il se comporte comme ça, comme le seul propriétaire du mur, il peut acquérir la propriété privative de ce mur mitoyen. L'inverse est aussi possible. Un mur qui est privé, si l'autre, de l'autre côté, se comporte comme un propriétaire mitoyen, il entretient son côté du mur, etc., il peut acquérir la propriété par prescription également. Merci Lucie. Je t'interromps une petite seconde car on a une question qui vient d'arriver sur le chat. Alors peut-être que tu pourras donner quelques éléments de réponse. Qu'en est-il du droit d'échelle, même s'il n'est pas directement lié à la mitoyenneté? Alors, le droit d'échelle, c'est un régime, c'est même pas à proprement parler un régime, c'est en fait un usage qui est hérité de avant le Code civil et qui n'a pas été repris par le Code civil. C'est effectivement le droit temporaire pour un voisin d'avoir accès au terrain, à la maison du voisin pour s'y appuyer et faire des travaux de son côté. C'est généralement le cas quand on a un mur qui est en limite de propriété privative, il n'est pas mitoyen, il appartient au propriétaire d'un côté. Ce propriétaire doit faire des travaux, mais sa seule possibilité, c'est effectivement passer par le terrain du voisin. Ce régime-là, cet usage-là, il s'organise en demandant effectivement l'autorisation du voisin chez qui on doit passer pour faire les travaux, pour obtenir ce fameux droit d'échelle, mais qui doit résulter d'une convention, c'est-à-dire d'un accord entre les deux voisins. Si le voisin chez qui on doit passer refuse à l'amiable d'accepter cette servitude de tour d'échelle, on dit droit d'échelle, parfois servitude, les deux termes s'emploient, il faut demander l'autorisation du juge. Dans l'idéal, il faut essayer de s'arranger au maximum avec le voisin, mais c'est vraiment dans des cas où, en tout cas, quand ça arrive au niveau du juge, le juge regarde effectivement si c'est la seule possibilité pour faire ces travaux-là, ou bien si les autres possibilités présentent un caractère excessivement onéreux en fait à réaliser. Donc ça peut se demander jusque devant le juge. Après, l'objectif est d'obtenir l'accord écrit du voisin à l'amiable pour éviter qu'effectivement ce soit rejeté et que vous ayez à faire autrement. J'espère que ça répond effectivement à la question de la personne.
Merci Lucie. Audrey a complété là ton propos en envoyant un lien vers le site du service public, donc vous trouverez aussi quelques informations supplémentaires et on va pouvoir poursuivre sur les plantations. Oui, c'est ça, les plantations. Autre effectivement sujet qui nous est soumis dans nos consultations à la maison de l'habitant. Après, c'est plutôt dans le cadre de propriétaires de maisons avec des extérieurs. La première chose à faire, c'est, comme il est indiqué, vérifier les règles applicables dans votre commune. Parce qu'en fait, ce qui est détaillé après, les éléments de distance pour planter, ce sont les éléments prévus par le Code civil qui s'appliquent si rien n'est prévu par la commune. C'est ce qu'on appelle des règles supplétives. Donc, le Code civil prévoit que si la commune ne dit rien de particulier, il faut que les plantations de plus de 2 mètres de hauteur soient au moins situées à 2 mètres de la ligne séparative entre la propriété de deux voisins. Pour toute autre plantation, il faut sinon que cette plantation elle soit faite à au moins 50 cm de la limite séparative. C'est-à-dire que toute plantation doit être à au moins 50 cm de la limite séparative. On peut planter des arbres qui font moins de 2 mètres entre 50 cm et 2 mètres de cette limite séparative. Et pour tous les arbres qui sont plus hauts de 2 mètres, il faut qu'ils soient plantés à 2 mètres de distance. La sanction qui est envisageable si effectivement il n'y a pas de respect de ces éléments-là, c'est l'arrachage ou l'élagage à la taille prescrite par la loi. Si par exemple l'arbre en l'occurrence il est situé à 1,50 m, il fait plus de 2 mètres, et le propriétaire devra effectivement procéder à l'élagage. En sachant que, en ce qui concerne la sanction, attention, c'est effectivement le propriétaire des arbres qui choisit effectivement la solution, l'arrachage ou l'élagage. Sauf dans le cas de l'arbre planté à moins de 50 cm de la limite séparative, là on ne peut pas l'élaguer à la taille prescrite par la loi parce que la loi ne permet pas qu'il existe dans cette limite-là. Autre élément aussi à connaître, là encore, c'est la prescription trentenaire. Je le mentionne une deuxième fois, on en reparlera plus tard aussi dans notre discours. C'est le côté où effectivement, si la situation est établie depuis plus de 30 ans, par exemple le fameux arbre à 1,50 m de distance de la limite séparative, mais qui fait plus de 2 mètres, si il dépasse cette hauteur de 2 mètres pendant plus de 30 ans, le propriétaire de cet arbre peut bénéficier de la prescription trentenaire. Il a gagné, entre guillemets, le droit de garder cet arbre plus haut que 2 mètres. Donc effectivement, quand cette situation se présente, il faut effectivement bien vérifier depuis combien de temps les choses ont lieu, parce qu'il y a vraiment ce délai de 30 ans. Si le voisin prouve que ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça, on ne peut plus demander l'application de cette règle-là. Sachez aussi que, pour terminer sur le côté des plantations et les distances, quand bien même il n'y a pas, on rentre pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la plantation respecte les règles, il y a des recours qui sont possibles sur d'autres fondements. Sur par exemple le trouble anormal de voisinage, comme on l'a dit, il y a des jurisprudences sur un nombre, des nombres de feuilles très importants qui empêchent par exemple l'écoulement des eaux, bouchent les gouttières, les racines, on va le voir après, mais les racines qui causent aussi des boursouflures dans le sol du voisin. Si ces plantations-là, origine du dommage, elles sont pas à une distance, enfin elles sont à la bonne distance réglementaire fixée par le Code civil, il y a la possibilité de cet autre fondement. Pareil, l'arbre qui tombe sur votre clôture, là on n'est pas sur du trouble anormal de voisinage, c'est pas non plus un recours sur la distance pour planter, on est sur la responsabilité civile. Une faute du voisin de ne pas entretenir son arbre qui vous cause un dommage pour lequel vous pouvez avoir un recours. Il y a ensuite la question des branches, toujours dans les plantations, les branches qui dépassent depuis chez le voisin, question qui nous est aussi régulièrement posée. Le voisin qui est victime de cette branche qui dépasse sur sa propriété, il peut exiger du propriétaire qu'il les coupe et aussi revendiquer les fruits tombés de son côté. Là encore, ce sont les règles du Code civil. Attention, c'est vraiment, on peut exiger du propriétaire qu'il coupe lui-même ou fasse couper à son initiative ces branches-là.
on ne peut pas décider de couper soi-même les branches qui dépassent depuis chez le voisin. En sachant que la possibilité de demander la coupe de ces branches qui dépassent, c'est imprescriptible. Imprescriptible, ça fait écho aux éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, juste à l'instant même sur la prescription acquisitive. C'est que si la situation elle dure depuis plus de 30 ans, la branche elle dépasse depuis plus de 30 ans, on peut quand même demander la coupe de la branche. Là, il n'y a pas d'acquisition de droit à ce niveau-là. Il y a une subtilité en ce qui concerne ces végétations qui dépassent, c'est le cas des racines ronces et brindilles. Là, la victime, enfin, la personne chez qui dépassent les racines ronces et brindilles peut couper lui-même jusqu'à la limite séparative, ce qui pose problème. Et il ne peut pas être empêché de procéder à cette coupe jusqu'à la limite séparative. On en vient ensuite à une autre règle dans l'espace qui peut effectivement causer problématique, c'est ce qu'on appelle les jours et les vues. Là encore, défini par le Code civil. Alors, la vue, c'est classiquement la fenêtre, une ouverture qui permet de voir sur la propriété voisine. Elle laisse passer le jour et le regard. On peut voir effectivement sur l'extérieur. C'est le cas donc des fenêtres, assez classiquement, des baies vitrées, des terrasses et des balcons aussi. La vue n'a pas forcément besoin d'être fermée par un battant comme une fenêtre. Une terrasse et un balcon, juridiquement, c'est considéré comme une vue. C'est opposé dans ce cadre-là au jour, qui là, lui, laisse passer la lumière, mais pas le regard. C'est effectivement un verre qui est opaque, généralement. Donc, en ce qui concerne la vue, il est prévu effectivement une distance précise par le Code civil entre la limite séparative donc, des deux propriétaires et l'ouverture en cause. En vue droite, il faut, et quand c'est la petite maison plutôt à droite, il faut effectivement que l'ouverture soit à au moins 1,90 m de distance de la limite séparative. La vue droite, c'est vraiment le fait on se met dans l'axe de la fenêtre, on regarde, on n'a pas besoin de tourner la tête ou de se pencher, on voit directement chez le voisin. L'autre cas, c'est la vue oblique. Cette fois-ci, c'est une distance de 60 cm de la limite séparative. C'est que quand on est dans la fenêtre, enfin face à la fenêtre, dans son axe, il faut se mettre dans l'angle et pencher la tête pour pouvoir voir effectivement chez le voisin. Donc, il y a vraiment cette distinction entre vue oblique et vue droite et les différentes distances à respecter avec la limite séparative. Attention à ce niveau-là, une question qui nous est souvent posée dans le cadre d'autorisation d'urbanisme, la commune n'a pas à vérifier si effectivement une construction nouvelle respecte effectivement ces distances en ce qui concerne les jours et les vues. En ce qui concerne les vues, là on était uniquement sur les vues, autant pour moi. En ce qui concerne la vue, la commune, elle regarde simplement est-ce que le droit de l'urbanisme est respecté. Elle ne va pas plus loin en fait dans son analyse des rapports entre propriétés privées. En ce qui concerne la vue, il y a aussi la possibilité de mettre en place une servitude. Ça veut dire qu'il y a un accord entre les voisins que pour qu'une vue soit située à une distance inférieure par rapport à celle de 1,90 m qui est prévue par le Code civil. Il faut effectivement un véritable accord entre les voisins et dans l'idéal, le faire signer devant notaire, le publier au service de la publicité foncière pour que ce soit une vraie servitude reportée dans les actes de propriété pour avoir une sécurité juridique maximale. Ça implique aussi qu'à partir du moment où cette fenêtre est par exemple en vue droite placée à 1 mètre de la limite séparative, l'autre fond ne pourra pas construire sans respecter par contre lui les 1,90 m à partir de l'ouverture. Il faudra qu'il recule entre guillemets de 90 cm toutes les constructions pour ne pas créer du coup de servitude dans l'autre sens. Là encore, il y a la question de la prescription. Si l'ouverture, la vue, elle reste comme telle sans être remise en cause par la victime pendant plus de 30 ans,
il y a l'acquisition de ce que je viens d'évoquer, de la servitude de vue, la possibilité de la maintenir à une distance moindre. L'autre cas qui était effectivement sur la slide précédente, qui est à évoquer, c'est le jour. Donc cette fois-ci, le type d'ouverture qu'on appelle de souffrance ou de tolérance, qui laisse passer la lumière, mais pas le regard. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de distance à respecter avec la limite séparative. Par contre, il y a des hauteurs minimum pour ce type d'ouverture. Dans le cadre du rez-de-chaussée, il faut que cette ouverture elle soit placée à au moins 2,60 m du sol et à l'étage, il faut qu'elle soit passée à au moins 1,90 m. Et j'ai aussi recherché des éléments un peu plus récents parce qu'effectivement, ces notions de jour et vue posées par le Code civil, c'est des notions qui sont assez anciennes. Il y a tout ce qui est la question des vasistas et des velux. Si ce sont des ouvertures qui laissent passer la lumière et le regard, mais qui ne permettent que de voir effectivement le ciel, il n'y a pas de distance à respecter pour être installé. Là encore, autre particularité, tout ce qui est pavé de verre, qu'on peut voir parfois, c'est ces petits pavés en verre qui est fumé ou qui laisse passer vraiment que la lumière, qui sont fixes, incorporées dans le mur, et qui ne s'ouvrent pas, ce ne sont ni des vues ni des jours, en tout cas juridiquement. Par rapport à ces notions de vue et jour, il y a là encore l'intervention de l'appréciation du juge sur est-ce qu'on est sur une vue oblique, est-ce qu'on est sur une vue droite, est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est une vue. Là encore, il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là. Et ce qui est regardé par les juges pour déterminer la sanction, est-ce qu'on interdit ou pas le maintien de cette ouverture, de cette vue ou de ce jour, c'est de regarder si le dispositif permet des indiscrétions concrètes chez le voisin. Et du coup, on a vu même des jurisprudences qui s'écartent des principes que je vous ai donnés et qui vont permettre des vues à des distances moindres en considérant que c'est des jours, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, le juge a un fort pouvoir aussi d'appréciation par rapport aux éléments. Merci Lucie. Je rebondis là sur ta présentation. On a une question qui vient Oui, j'ai vu ça. d'arriver. Les 60 centimètres s'appliquent même si la construction est faite en limite séparative. Alors, c'est là où effectivement, sur des constructions qui sont déjà opérées ou pas, normalement, comment dire, cette notion de 60 centimètres, elle vient se superposer en fait à la limite séparative. Il faudra effectivement que même si le mur pignon, dans notre exemple, si le mur pignon était collé à la limite séparative, il faudra effectivement que l'angle de la fenêtre soit à 60 centimètres. Après, il existe peut-être des cas, peut-être que la personne qui a posé la question a un cas précis en tête. Il peut y avoir voilà, des tempéraments, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ou alors l'existence de servitude qui est déjà en fait prévue par les actes ou bien par la situation. J'espère que ça répond effectivement à la question de la personne. Merci Lucie. Alors la personne dit oui merci. Donc très bien. On va pouvoir passer du coup aux trois derniers sujets. Donc suite au sondage, on a vu qu'on allait aborder le droit de passage et la clôture. Et la clôture. Ouais. Et puis Alors, à la fin, on verra justement la résolution des conflits. oui, c'est ça. Alors, sur la clôture, là encore, je vais vous reparler du Code civil. Il est prévu, je vais commencer par la clôture, du coup. On avait prévu d'adapter le support, effectivement. Parfait, merci. Du coup, sur la clôture, effectivement, on a le droit de construire une clôture pour séparer le terrain du voisin ou de la voie publique. Il y a des obligations à respecter. Et là, je parle vraiment de la construction d'une clôture privative sur son terrain, pas en limite de propriété. L'édification d'une clôture, elle est soumise, si on construit bien chez soi, certaines libertés avec le droit de propriété. Il faut simplement respecter les règles d'urbanisme, ce que prévoit la commune sur la hauteur, le mode de clôture, et solliciter une autorisation d'urbanisme si nécessaire.
Notez que pour les règles d'urbanisme, il y a parfois le cas du lotissement, de la zone d'aménagement concerté, etc., qui précise il faut un mur de telle hauteur avec des claustras en bois, d'une couleur, etc. Au-delà des règles d'urbanisme, le côté lotissement, par exemple, peut effectivement vous prescrire certains éléments. Et effectivement, comme on est dans le cadre de cette clôture, on appelle ça clôture forcée, dans une ville ou un faubourg, comme mentionné en bas du PowerPoint, le partage est aux frais. Le partage des frais est fixé entre les voisins. Et cette clôture-là devient mitoyenne. Je pense que sur la clôture, c'était effectivement les premiers éléments d'information qu'on pouvait vous donner. On va revenir du coup sur les éléments sur le droit de passage. Entre les slides. Alors, dans le droit de passage, il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement le cas du terrain enclavé et le cas du terrain non enclavé. Le cas du terrain enclavé, c'est la petite illustration qu'on a effectivement sur le PowerPoint, où si un terrain n'a aucun accès direct à la voie publique, on considère qu'il est enclavé. Le propriétaire qui est enclavé peut donc revendiquer un passage sur le terrain du voisin pour accéder à la voie publique. Sur cette notion d'enclave, il y a aussi des notions qui sont liées à la topographie des lieux. Il peut y avoir des obstacles naturels, un passage insuffisant ou un coût d'aménagement disproportionné par rapport à la valeur du terrain, qui considère du coup que on est dans une situation d'enclave et que la personne qui n'a pas accès à la voie publique peut demander effectivement passage sur le terrain du voisin. Il y a effectivement des éléments sur les dénivelés très importants. D'un côté du terrain, si vous voulez, un terrain qui est collé à la voie publique, mais un dénivelé très important qui fait qu'on va considérer qu'il est enclavé, par exemple. Sur la notion que j'ai mentionnée du passage insuffisant, un passage par rapport à la construction qui n'est que d'1 mètre. Aujourd'hui, effectivement, avoir accès à sa propriété, ça implique d'avoir un véhicule. Par exemple, un véhicule ne peut pas passer sur un passage de 1 mètre, donc il faudra effectivement voir pour obtenir un droit de passage sur le terrain du voisin. Sur les éléments qui sont mentionnés effectivement aussi sur l'illustration, le principe c'est que normalement on va au plus court pour rejoindre la voie publique. Il est prévu que le tracé de ce droit de passage, qui est aussi appelé en droit l'assiette du droit de passage, soit différent. On peut prévoir un tracé plus long si le tracé est effectivement moins gênant. C'est la représentation du terrain le plus à droite. Je reviens du coup, là on a vu le côté terrain enclavé sur le cas du terrain non enclavé. La différence principale, c'est qu'en gros, on ne peut pas forcer, quand on n'est pas enclavé, quand le terrain n'est pas enclavé, le propriétaire ne peut pas forcer le propriétaire voisin à avoir un passage sur son terrain. On passe là sur un droit de passage qu'on appelle conventionnelle ou une servitude de passage conventionnelle, sont aussi des termes que vous pouvez entendre. C'est vraiment l'accord des parties qui fait que le voisin chez qui on veut passer accepte et ils déterminent ensemble l'assiette, les modalités et aussi l'indemnisation du droit de passage. Dans ce cadre-là, le cas du terrain non enclavé, donc le contrat entre les parties, l'idéal c'est là encore de le faire devant notaire pour plus de sécurité juridique. Notez, on va revenir là encore sur la prescription de 30 ans, on ne peut pas acquérir une servitude de passage avec la prescription de 30 ans, en passant 30 ans sur le terrain de quelqu'un, parce qu'en fait, c'est une servitude qui est discontinue, c'est-à-dire qu'elle s'exerce par le passage de l'homme. On ne peut pas passer continuellement pendant 30 ans sans jamais s'arrêter sur un passage, on passe occasionnellement ou tous les jours, mais pas de manière continue. Alors que la servitude de vue qu'on a vue tout à l'heure, qu'on peut acquérir par prescription trentenaire, par 30 ans, la fenêtre, elle reste. Pendant 30 ans, elle ne bouge pas. C'est une servitude qui est continue.
en sachant que du coup, le cas du terrain enclavé, c'est vraiment une servitude légale. Le droit va s'imposer à la personne qui doit laisser le passage sur son terrain, alors que dans le cas du terrain non enclavé, c'est effectivement l'accord des parties qui va fixer les choses. En ce qui concerne le côté plus exercice et indemnisation du droit de passage, on l'a vu tout à l'heure avec le dessin au plus court vers la voie publique. Les modalités d'exercice aussi, je le présente brièvement, c'est le respect des droits de chacun. C'est-à-dire qu'aucun ne peut entraver les droits de l'autre sur le passage. Par exemple, le propriétaire chez qui on passe ne peut pas décider du jour au lendemain de réduire le passage ou bien de mettre un portail dont on ne donnerait pas la clé à la personne. Inversement, la personne qui utilise le passage ne peut pas décider d'entreposer du matériel de bricolage parce que finalement, c'est plus simple de faire ça à cet endroit que chez lui. Notez quand même que la partie du terrain où s'exerce le droit de passage, la personne chez qui on passe, ce propriétaire-là, reste bien propriétaire du terrain. Ça se compense effectivement financièrement. Il y a des modalités d'indemnisation pour indemniser le fait qu'il y a cette perte, entre guillemets, ce préjudice de la personne chez qui on passe, mais il reste bien propriétaire. Et il y a aussi les frais d'entretien de ce droit de passage sont à la charge du bénéficiaire, sauf si le propriétaire l'utilise effectivement. S'il l'utilise lui aussi pour passer chez lui, là, les frais d'entretien sont en principe à frais partagés, sauf si les parties, donc les deux propriétaires, décident autre chose. Rapidement, les causes de disparition de ce droit de passage. Dans le cadre d'un terrain enclavé, il y a la disparition de l'enclave, donc il y a un nouvel accès. La non-utilisation pendant 30 ans. Si on ne peut pas l'acquérir avec la prescription de 30 ans, on peut la perdre, en revanche, avec la prescription de 30 ans. Une impossibilité d'utiliser effectivement ce terrain-là, un obstacle naturel qui apparaît, le terrain devient impraticable. Et il y a aussi le cas de la réunion des fonds, c'est-à-dire que le propriétaire qui était enclavé achète le terrain en fait où était la servitude de passage, par exemple. Merci Lucie. On va passer à la dernière partie sur les démarches à entreprendre pour tenter de résoudre les conflits qu'on peut avoir avec son voisinage. Alors, je vais vous remettre la bonne slide du coup. C'est celle-ci. C'était ça. Vraiment, Lucie. Merci. Alors effectivement, pour le côté résolution des conflits, qui effectivement s'applique à toutes les situations qu'on a vues précédemment, si vous êtes dans n'importe lequel de ces cas, la première démarche, c'est effectivement faire part des désagréments à son voisin à l'oral de façon informelle, quand on le croise, quand on va sonner chez lui. L'intérêt de cette première démarche à l'oral, c'est aussi, entre guillemets, de pouvoir éviter d'envenimer les choses, de cristalliser une situation qui, effectivement, parfois, en physique, avec les personnes, pourrait se résorber d'elle-même. Après, s'il y a d'autres circonstances qui font que c'est un conflit qui est multiforme, etc., ça peut être compliqué, mais en tout cas, c'est à envisager vraiment ce côté démarche orale, faire part des désagréments, essayer de trouver une solution en y allant directement de manière informelle. Si ça ne donne rien, voilà, le voisin n'entend rien, comment dire, repousse tous vos arguments, est désagréable, vient aux insultes, etc., parce que ce sont aussi des choses qui peuvent arriver. La démarche à mettre en œuvre, là, c'est la démarche écrite en lettres recommandées avec accusé de réception, parce que vous avez le cachet de la poste qui fait foi sur l'envoi et la réception de la lettre. Ça vous permet de pouvoir dire, quoi que dise le voisin en face, que vous avez effectivement fait la demande par écrit. Donc là encore, faire part des nuisances, demander d'y mettre un terme, essayer de proposer des éléments de solution, si c'est possible dans la situation, fixer un délai de réponse et d'exécution également. Ça, c'est important parce que ça vous pose un jalon, entre guillemets, personnel pour savoir à partir de quand est-ce que vous pouvez engager la suite des démarches. À ce stade, vous pouvez citer un texte de loi si effectivement
On est dans le cadre, d'un droit de passage, par exemple, on en parlait et effectivement, le fameux voisin qui passe chez vous, entrepose des choses, possibilité de citer les textes de loi, correspondants du code civil. Vous pouvez aussi ajouter la mention mise en demeure. Après ça n'a pas de valeur juridique particulière, c'est plutôt la forme de lettre recommandée avec accusé de réception qui va importer dans cette situation. Toujours en phase amiable, on va passer sur le fait de faire, entre guillemets, «appel au service de l'État». C'est tous les interlocuteurs, en fonction de la situation qui pourraient vous appuyer. Il y a le service hygiène et sécurité de la commune quand la situation présente un risque pour la santé. Par exemple, le bruit qui est très intense et qui menace la santé des enfants, ce genre de choses. Pour continuer sur le bruit encore, les services de police et de gendarmerie, si effectivement les éléments sont, considérés comme une infraction. Parce qu'effectivement sur les éléments du bruit, et on le verra tout à l'heure, ça peut avoir un recours à la fois civil devant le juge du tribunal judiciaire ainsi que pénal. Si effectivement du tapage nocturne de manière répétée constatée par les forces de l'ordre, c'est une infraction passible d'une amende. Donc on dépasse là encore, le côté simple trouble civil, on est vraiment dans l'infraction pénale. Si effectivement, le dépôt de plainte est impossible, concrètement qu'on refuse, la plainte, et cetera, hem, il faut envisager d'écrire directement au procureur en lettre recommandée avec accusé de réception pour, entre guillemets, «envoyer directement la plainte au procureur». Notez aussi que, c'est mentionné dans beaucoup des litiges qui nous parviennent, le fait de faire appel au maire. Dans ce cadre-là, le maire n'a pas forcément l'obligation d'intervenir, notamment dans le trouble anormal de voisinage, heu, ou autre. Il peut lui rappeler les règles, user de son autorité, mais il n'a pas l'obligation d'intervenir. Sauf si le litige est lié à un domaine public, heu, c'est le territoire de la commune, c'est par rapport à une route et cetera, ou bien si effectivement, heu, il y a un risque pour la santé publique. Les autres éléments qui ne s'affichent pas en fait exactement, ah si, la suite des démarches, toujours à l'amiable, c'est la conciliation. Le conciliateur de justice qui a pour rôle de tenter de récolter en tout cas, les éléments entre les parties et les arguments, d'intervenir pour trouver en fait un accord entre les parties, et éventuellement arriver, si tout se passe bien, à un procès-verbal d'engagement, de résolution. En fait, chacun prend des engagements l'un envers l'autre en fonction de la situation. En revanche, attention, le conciliateur ne va pas forcément, voilà, faire un suivi, très, très approfondi et vous pousser, à conclure un accord avec le voisin. Il est là, en fait, pour faciliter les choses, se présenter comme un tiers, heu, mais effectivement, il va pas forcément avoir une démarche, très active et vous inciter: «Si, si, signez, il faut faire ci, il faut faire ça». Son but, c'est en fait aussi rétablir du dialogue. Parfois et c'est uniquement ce à quoi il sert, hein, rétablir du dialogue et ensuite on en arrête là. Les voisins se disent: «On a fini par trouver un accord», et ça en reste là. Dans le cadre des troubles de voisinage et des rapports de voisinage, c'est un préalable obligatoire, le conciliateur de justice. On vous demandera effectivement, l'intervention, les traces de son intervention avant de pouvoir saisir le juge du tribunal judiciaire. Et effectivement, dans certains cas, comme c'est indiqué ici, ça peut faire gagner du temps et de l'argent pour tout le monde que de s'arrêter enfin que d'aller jusqu'au conciliateur, mais effectivement de ne pas aller directement en phase judiciaire quand bien même la situation dégénère. Autre point important aussi, ça peut être contacté à ce moment-là son assurance habitation ou sa banque, qui sont les interlocuteurs entre guillemets «classiques» où vous pouvez avoir souscrit un contrat de protection juridique. Dans ce cadre-là, ce type de contrats peuvent parfois vous permettre d'avoir, des informations juridiques, ou bien aussi parfois une prise en charge des frais d'avocat en fonction de ce que vous avez, signé. Ensuite, si tous ces éléments-là, n'ont rien donné, il va falloir saisir le juge.
du tribunal judiciaire. J'en reviens effectivement en ce qui concerne les éléments de preuve aussi. Ce qui peut poser problème dans les litiges de voisinage, c'est apporter la preuve du trouble, de ce que l'on invoque, le bruit, les odeurs. C'est difficile à prouver, et en sachant qu'en matière civile, tout élément de preuve peut être apporté. Donc il y a constat d'huissier, lettres, pétitions, attestations, témoignages de voisins, les photos, des devis de professionnels, s'il y a des dégradations, etc. Et sur le cas particulier des enregistrements sonores, il y a, attention, une différence entre le recours civil, donc devant le tribunal judiciaire, ou bien le recours pénal. Si vous restez sur les éléments civils, il n'y a pas d'infraction pénale à proprement parler, on est sur le recours trouble anormal de voisinage. Les enregistrements sonores et vidéo, vous devez demander effectivement l'autorisation à la personne d'être enregistrée, sinon c'est un moyen de preuve qui est considéré comme illégal par le juge civil, alors que dans le cadre pénal, c'est le juge qui détermine effectivement si un enregistrement, une vidéo qui a été faite sans le consentement de la personne est effectivement quelque chose sur lequel il va se baser pour prendre sa décision. Dans le cadre de l'infraction pénale, la plainte est transmise au procureur, c'est lui qui décide de la suite à donner. Aller vers effectivement une instance devant le juge ou bien un classement sans suite. Là encore, pour revenir sur les éléments et dans quelle mesure est-ce que le juge prend sa décision, la preuve, pardon, et la récolte de la preuve est très importante parce que le juge doit être convaincu du trouble existant, que la règle n'est pas respectée sur des éléments effectivement concrets. Donc effectivement, gardez bien à l'esprit qu'en cas de trouble de voisinage, de litige de voisinage, bien garder à l'esprit tout le long de la procédure, entre guillemets, tout le long du déroulé des événements, de se constituer la preuve des éléments pour la suite. Et on a... Merci Lucie pour ces explications. Donc j'espère que vous les avez trouvées assez claires, qu'elles ont répondu à vos interrogations. Il y avait une personne qui semblait avoir une question mais qui ne l'a pas rédigée. Donc si éventuellement vous aviez une question ou deux, on pourra les relever tout de suite. Et puis sinon, on va pouvoir clore cette webconférence. Donc pour terminer, eh bien, effectivement, si vous souhaitiez évoquer une situation personnelle, un problème que vous rencontrez avec votre voisinage, vous pouvez nous contacter à la DIL, soit à Nantes, soit à Saint-Nazaire. Vous pouvez venir même sur la ville de Nantes sans rendez-vous directement sur ces questions-là. Donc, on est entre la Tour de Bretagne et la place Viarme, rue du Président Herriot. Et puis, vous retrouverez sur notre site, donc adil44.fr, une multitude d'informations, en particulier toutes les petits livrets et les plaquettes éditées par l'ANIL. Donc, n'hésitez pas à aller les télécharger ou bien venir sur place nous rencontrer. Vous pourrez aussi les récupérer directement. Voilà, Lucie, je te remercie pour ton Merci, intervention et je vous souhaite une belle soirée à tous. belle soirée à tous.